Bonsoir à chacune et à chacun. Merci de votre présence pour ce webinaire consacré à l'énergie en Europe. Merci à Nutman d'avoir accepté notre invitation. Nous allons nous tutoyer, hein, puisque nous nous connaissons depuis quelque temps maintenant et nous s'asseyons quelquefois sur les mêmes bancs de la Commission européenne lorsque nous avons une rencontre entre conférenciers Team Europe. Vous êtes docteur en statistique, un doctorat obtenu à Princeton University. Mais vous avez, et ça c'est important, c'est une compétence que nous avons repérée, et je suis repassé au vous alors que je disais on se tutoie, mais voilà, tu as été aussi directrice à la DG de l'énergie à la Commission européenne, au sein de laquelle tu as pris tes premières fonctions en 1985, je crois, et après avoir suivi plusieurs directions, tu as opéré à Eurostat dans le commerce, pour le marché intérieur, et ce qui nous intéresse aussi ce soir, transport et énergie. Je crois que nous nous sommes connus lorsque tu étais chef de la représentation en France de la Commission européenne, c'est-à-dire entre 2010 et 2014, et ça a été un grand moment de collaboration, en tout cas en ce qui me concerne. Je crois que l'avis est unanime aussi chez nos collègues du Team Europe. Tu es également, et c'est un honneur important, membre de l'Académie royale de Belgique, ce qui nous rappelle que tu es aussi belge et que l'Union européenne eh bien, se construit par nos cultures et nos identités très différentes. Aujourd'hui, enseignante à Sciences Po, et membre du fameux réseau des conférenciers de la Commission Team Europe. Merci donc Anne d'avoir accepté cette invitation et si tu le veux bien, je vais lancer non pas les débats, mais la discussion, la conversation, en nous intéressant peut-être aux lois du marché concernant l'énergie, avec cette situation, ce contexte. Hein, le monde connaît la première crise énergétique globale de son histoire. Après la pandémie, l'énergie est devenue un terrain d'affrontement dans la guerre avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et l'Union européenne subit au bout du compte de plein fouet cette crise énergétique qui balance entre inflation, pénurie et sobriété. Alors, la question est la suivante. L'Union européenne était-elle préparée à une telle crise? Comment répond-elle? Et est-ce que tu pourrais faire un court état des lieux de la situation à ce jour, en parlant peut-être des ressources, des besoins qui sont les nôtres? OK. Merci pour cette question qui pourrait déjà nous occuper pendant toute l'heure. Alors, d'abord, je pense qu'il faut regarder un peu quelles sont les causes de la crise et quels sont ses effets aussi. Alors, première cause, en réalité, a été le rebond de la demande d'énergie qui a suivi la crise les confinements du Covid. Donc, en 2021, il y a eu un fort rebond de demande, et en particulier au niveau mondial, et en particulier de demande de gaz. Et en même temps, on a eu ce choc extérieur sur la fourniture de gaz, en réalité une utilisation du gaz comme une sorte d'arme par la Russie, qui est le premier exportateur du monde d'énergie fossile et qui est le premier fournisseur de toutes les énergies fossiles en Europe et en particulier pour le gaz. Et le gaz reste dans le mix énergétique quand même une source importante. Je crois que c'est un peu moins d'un quart de la consommation de luxe de l'Union européenne. En 2021, on a eu les premières actions russes, puisque la Russie a d'abord commencé déjà à réduire, donc avant l'invasion de l'Ukraine, à réduire ses exportations de gaz par gazoduc vers l'Europe. Et on a aussi observé
à l'été 2021 que Gazprom ne remplissait pas ses installations de stockage. On lui a gentiment vendu. Donc, en fait, Gazprom avait des installations de stockage en Allemagne qui maintenant ont été reprises par l'Allemagne, mais aussi en Autriche et aux Pays-Bas. Tout ça au moment où, normalement, durant l'été, en Europe, on remplit les installations de stockage pour avoir du gaz pour l'hiver. Alors ensuite, il y a eu évidemment en 2022, l'invasion de l'Ukraine, et suite aux sanctions qui ont été prises par l'Europe, mais pas directement sur le gaz, plutôt sur les services financiers, la Russie, je vous passe le détail, mais la Russie a interdit à Gazprom d'envoyer du gaz à travers Yamal, le pipeline qui part du nord-est de l'Europe, donc qui amène du gaz par le nord-est de l'Europe. Et ils ont commencé à réduire aussi leur livraison par les autres routes. Et puis, on a eu en septembre le sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2. Nord Stream 2 n'avait pas encore commencé à livrer son gaz, mais aurait dû commencer. Et Nord Stream 1 livrait du gaz à pratiquement des quantités supérieures même à leurs limites techniques. On a donc eu en fait à la fois un bondissement de la demande et une diminution des livraisons. Donc les deux ensemble, ça donne une hausse des prix fatalement, comme ce serait le cas sur n'importe quel autre marché, et d'autant plus que l'alternative au gaz de gazoduc, au gaz par gazoduc, c'est le gaz naturel liquéfié, qui lui coûte beaucoup plus cher, puisqu'il doit être liquéfié, transporté par des bateaux spécialisés et ensuite regasifié, qui est un processus qui est assez coûteux, y compris d'ailleurs en perte d'énergie sur le cours des transformations. Et puis ensuite, on a eu, à travers le mécanisme normal de fonctionnement du marché de l'électricité, et le fait que c'est la plupart du temps le gaz qui sert à équilibrer le marché, et on sait que sur un marché de l'électricité, on doit avoir exactement à tout moment la même quantité d'électricité injectée que d'électricité consommée. Et donc, en général, c'est le gaz qui sert à atteindre cet équilibre, et donc le prix de l'électricité est généralement fixé par le prix du gaz. Ce qui en temps normal ne pose pas de problème, mais quand les prix du gaz montent comme ils ont monté jusqu'à 300 € le mégawatt-heure en août 2022, et ils sont encore, même aujourd'hui, je crois qu'on est à 40 € aujourd'hui, si j'ai bien vérifié, ce qui est encore quand même supérieur au prix d'avant la crise. Ça donne des prix de l'électricité élevés, puisqu'il faut à peu près 2 mégawattheures de gaz pour chaque mégawattheure d'électricité produit. Et il faut ajouter à ça le prix du carbone, qui aujourd'hui est, si ma mémoire est bonne, autour de 94 €. Donc, ça fait grosso modo 20-25 € par mégawattheure d'électricité produite, à ajouter donc au prix du gaz qui a été utilisé. Et donc, on a une contamination de la crise sur le marché du gaz vers une crise sur le marché aussi de l'électricité, qui a été aggravée par le fait que, durant la crise du Covid, il y a eu des problèmes de maintenance et des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, qu'il y avait le nucléaire français qui n'était pas disponible l'an dernier. Donc, on a eu presque la moitié, à certains moments, des réacteurs qui étaient hors service en France. Et ça, c'est une énorme capacité de production qui a été hors service. Et puis, on a eu des conditions météo assez défavorables, puisqu'on a eu en 2021 un hiver qui s'est prolongé avec une vague de froid assez longue. Ensuite, on a eu en 2022 un été qui a été exceptionnellement chaud et sec, ce qui veut dire, en matière de production électrique, ça veut dire une production d'hydroélectricité réduite et des problèmes pour toutes les productions par
des générations thermiques qui ont besoin d'eau de refroidissement. Et donc, on voit que tous ces événements ont en fait révélé des fragilités dans le système énergétique européen qui repose encore trop sur le gaz et sur les autres énergies fossiles, et qui a aussi certaines fragilités de sensibilité aux conditions météo. Alors, pour revenir à la réponse à la crise, est-ce qu'on était préparé à la crise? Je pense que la réponse très courte à ta question, c'est oui, on s'est préparé, mais pas assez au vu de la crise. Alors, pourquoi on s'était préparé? Je pense que d'abord parce que le fait qu'on ait créé un marché intérieur du gaz et de l'électricité fait en sorte que, à partir du moment d'un marché intérieur, la question de la sécurité devient une question européenne. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, on a eu en 2004 l'élargissement qui a amené dans le système européen des États membres qui n'étaient pas connectés initialement au réseau européen et qui dépendaient à 100% du gaz russe pour leur alimentation en gaz. Et on a vu dès les années 2000 que la Russie utilisait le gaz comme une arme politique. On a eu plusieurs alertes avec les crises russo-ukrainiennes qui ont parfois coupé entièrement le gaz destiné à des pays européens. On a eu ça en plein mois de janvier, début janvier, des coupures totales de gaz russe. Donc, on était quand même prévenu. On ne peut pas dire que l'Europe n'était pas prévenue. Elle a même, quand elle a développé sa stratégie en matière de sécurité d'approvisionnement, fait des tests de résistance du système européen, dont une des hypothèses était coupure totale du gaz russe pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc, ce n'est pas qu'on n'avait pas cette possibilité à l'esprit. Déjà en 2014, donc après l'invasion de la Crimée et cette fameuse lettre de Poutine à certains États membres menaçant de couper le gaz à travers l'Ukraine. Alors, troisième évolution, donc il y a l'évolution du marché intérieur qui crée le besoin d'une politique européenne de la sécurité. On a ces évolutions de nouveaux États membres et d'utilisation par la Russie du gaz comme une arme. Et le troisième élément, c'est le fait que la production de gaz en Europe a été diminuée par 2 sur les 10 dernières années. La consommation est restée globalement stable, même un peu augmentée. Et donc, la dépendance de l'Union européenne aux importations de gaz a augmenté. Elle a augmenté d'à peu près 66% en 2000 et elle a atteint pratiquement 90% en 2019, juste avant la crise du Covid. Ensuite, elle a un peu diminué de nouveau. Je crois qu'elle est autour de 83 ou 84% actuellement. Et donc, devant ces faits, l'Union européenne devait se préparer, et elle s'est préparée à des risques de problèmes d'approvisionnement en gaz. Alors, comment s'est-on préparé? D'abord, je crois le premier outil, c'est quand même l'outil du marché intérieur du gaz qui permet d'amener du gaz vers des pays qui manquent de gaz à travers le marché qui, normalement, dirige les quantités vers les zones où il manque de gaz. On a aussi amélioré énormément à travers les réseaux transeuropéens d'énergie et les projets d'intérêt commun en Europe, on a amélioré toutes les infrastructures gazières en Europe, infrastructures qui connectent les marchés nationaux entre eux, y compris avec des flux renversés qui permettent, quand les flux russes s'interrompent, de renvoyer du gaz par l'autre côté, mais aussi des connexions vers des fournisseurs extérieurs, notamment l'Azerbaïdjan, plus de terminaux LNG, et aussi on a
accru ces dernières années les capacités de stockage en Europe. On a aussi défini dans des règlements qui s'appellent préparation au risque, donc on a bien des règlements pour se préparer à des risques de problèmes d'approvisionnement en gaz. On a défini clairement quelles étaient les responsabilités de tous les acteurs. On a défini des mécanismes de solidarité entre les États membres en cas de crise qui permettent de protéger au moins les consommateurs, dits consommateurs protégés. On a aussi développé une diplomatie de l'énergie et du climat pour pouvoir avoir des contacts avec les pays producteurs de gaz et essayer d'obtenir une plus grande diversification de nos approvisionnements. Et puis, on a développé des synergies avec les objectifs climatiques, c'est-à-dire que déjà la stratégie de sécurité d'approvisionnement européenne prévoit qu'un des outils essentiels pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en gaz, c'est la réduction de la demande. Et l'Europe a réduit sa demande d'énergie, mais de façon, à mon avis, bien insuffisante, et l'accroissement de la production locale d'énergie à travers notamment la production de renouvelables. Alors, on était donc préparés, mais on n'était certainement pas, je pense, assez préparés. D'abord parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la crise était bien plus grave que ce qu'on aurait pu anticiper, puisque c'est accompagné au niveau de la météo, au niveau de la disponibilité du nucléaire, d'autres problèmes qui ont accru la demande en gaz. Je pense aussi qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, y compris au niveau de la sensibilité politique des sujets. Donc, il ne suffit pas de dire « je veux construire de nouvelles infrastructures, de nouvelles éoliennes, de nouvelles lignes de transmission pour qu'elles se construisent », parce qu'il y a le fameux problème NIMBY, donc des oppositions des populations locales à la construction de nouvelles infrastructures. Et puis, il y a toute une série de choses qui, en pratique, n'étaient pas bien définies, comme par exemple les mécanismes de solidarité. Je pense aussi que sur certaines questions, on a un cadre européen qui est soit inexistant, soit faible. Par exemple, on n'a pas vraiment une approche européenne sur les investissements. C'est essentiellement les États membres et un certain bottom-up, je peux dire, qui se produit au niveau européen, même si on a des plans d'investissement à 10 ans, ce sont quand même essentiellement des plans définis à partir des besoins des États membres. On a au niveau du traité aussi des tensions, puisqu'on a à la fois un objectif de politique européenne de sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne. Le traité ne dit pas sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne, il dit sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait la même chose. Et dans le même article, en même temps, on a cette compétence des États membres pour choisir leur bouquet énergétique, pour choisir qui sont leurs fournisseurs extérieurs et pour décider de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Donc ça, c'est clairement une tension au niveau de la politique de sécurité d'approvisionnement. On n'avait jusqu'à la crise pas d'obligation de stockage, contrairement au pétrole. Pour le pétrole, on a des obligations de stockage qui datent de 1968. Pour le gaz, on n'a aucune obligation. Elle date seulement de la crise, donc de nouvelles législations l'année dernière. On n'a pas non plus eu jusqu'à présent un contrôle sur la propriété d'infrastructures essentielles, comme par exemple les installations de stockage qui n'auraient jamais dû être vendues, à mon avis, à Gazprom, qui était en même temps notre fournisseur principal. Clairement, ça a créé une fragilité en matière de sécurité. On n'avait pas encore jusqu'à présent un cadre clair pour l'injection de gaz renouvelable dans le réseau qui aurait pu remplacer une partie du gaz naturel. Et je pense qu'on a au niveau européen des règles très ambitieuses, mais il y a quand même
à mon avis, un problème de mise en œuvre des règles avec des États membres qui quand même traînent les pieds sur beaucoup de choses, par exemple sur les infrastructures transfrontières, sur les engagements qu'ils ont pris de diversifier leurs approvisionnements, avec par exemple l'Allemagne qui a voulu ce pipeline, ce gazoduc Nord Stream, et sur lequel l'Europe n'avait pas le pouvoir de dire non. Je pense que si on avait eu, comme aux États-Unis, un régulateur puissant, fédéral au niveau européen, on aurait pu dire que la construction de Nord Stream était quand même contraire aux intérêts européens en matière de sécurité d'approvisionnement. On voit aussi que certains États membres, et notamment la France, n'ont pas atteint leurs objectifs de renouvelables, donc n'ont pas diversifié leur mix suffisamment. Il y a eu beaucoup de retard dans les octrois de permis pour le renouvelable. On n'a pas vraiment atteint au niveau européen nos objectifs de réduction de consommation qu'on avait fixés à 2020. Donc, il y a des problèmes de mise en œuvre et puis parfois simplement des problèmes entre les États membres qui ne sont pas d'accord. Dès 2014, on avait déjà des propositions de certains États membres d'avoir, par exemple, des achats communs de gaz pour qu'on ait un meilleur levier avec nos fournisseurs, et notamment avec la Russie. La Pologne avait proposé ça, mais les États membres n'en ont pas voulu. Donc ça, c'est aussi des éléments qui ont quand même été des faiblesses au niveau de la sécurité d'approvisionnement en Europe. Et je trouve de façon générale, on peut dire que il y avait des problèmes, pour moi, qui sont des problèmes aussi de démocratie du climat et de l'énergie. Parce que les gouvernements ne font pas toujours ce qu'ils devraient faire, que ce soit au niveau de leurs engagements européens, mais aussi au niveau d'engagements nationaux. Je pense que les entreprises ne remplissent pas bien leurs responsabilités en matière environnementale et en matière sociale. Et je pense que les citoyens devraient aussi surveiller mieux les engagements de leur gouvernement, aller peut-être plus souvent devant la Cour pour dire que leur gouvernement ne remplissent pas leurs obligations, et ils devraient peut-être eux aussi être plus actifs dans la transition, être plus solidaires dans leurs économies d'énergie. Et donc, voilà, cette crise a révélé des faiblesses dans le système européen. Alors, tu me dis comment l'Europe a-t-elle répondu à cette crise? Alors, je dirais, et je vais être très brève là-dessus parce qu'il y a eu tellement de mesures que je ne peux pas entrer dans les détails de toutes les mesures, mais il y a eu essentiellement deux sortes de mesures, des mesures d'urgence et puis des propositions de mesures de réforme des marchés à plus long terme. Alors, il y a eu des mesures sur le marché du gaz, mais aussi des mesures sur le marché de l'électricité. Et on pourrait grouper ces mesures en deux types de mesures. Un type de mesure qui cherche à réduire la demande et un type de mesure qui cherche plutôt à augmenter et à diversifier les fournitures et à trouver des substituts aux fournitures russes manquantes. Alors, la toute première réaction européenne s'est produite en octobre 2021 déjà, donc bien avant l'invasion de l'Ukraine, quand la Commission européenne a publié une sorte de boîte à outils où la première préoccupation a été la préoccupation de l'augmentation des prix pour les consommateurs et où la Commission européenne a donné toutes les possibilités qui s'offrent aux États membres pour répondre à ces augmentations de prix en termes de réduction des taxes, de soutien direct et même éventuellement, vu la crise, de prix de l'énergie régulée pour les consommateurs les plus vulnérables. Très bien. Alors déjà Oui.
Oui, non, non, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire. D'une part, on voit la difficulté, la complexité de cette organisation du marché européen de l'énergie. C'est pas simple. Et merci pour ces explications. En même temps, on sent un paradoxe entre États membres et dimension européenne. Quelquefois, les mêmes États membres qui décident quelque chose ne suivent pas forcément les préconisations qu'ils ont pu formuler. Et puis enfin, la question des citoyens. Tu viens d'aborder la question de la boîte à outils de la Commission européenne, notamment sur les tarifications, les baisses de taxes. Et peut-être avons-nous ici une question que Marie-Laure pourrait te poser. Oui, et puis moi je voulais aussi un petit peu rebondir avec l'état des lieux que vous dressiez, Anne, on peut dire que comme bien souvent que l'Europe se construit dans les crises, eh bien, je crois que là on a une situation qui met en tout cas en lumière toute cette problématique-là. Hein, et puis c'est peut-être là que nous sommes aussi condamnés à trouver des solutions, des solutions ensemble. Oui, Hein. oui, et enfin, personnellement, je trouve que la réponse de l'Europe est assez impressionnante parce que on a quand même adopté des règlements avec une rapidité assez impressionnante. On a eu un règlement qui a été adopté rapidement sur des obligations de stockage. Donc, l'Europe s'est fixé des obligations de stockage de 80% au 1er novembre 2022 et de 90% pour les années suivantes. Donc, ça, c'est quand même un nouveau règlement. Ces obligations ont été très largement dépassées puisque en novembre, on avait atteint 96% de remplissage des installations de stockage et qu'on est toujours maintenant à la fin d'hiver avec un remplissage à peu près 55%, si ma mémoire est bonne, ce qui est, je crois, 20% au-dessus des années précédentes. Et puis, on a adopté toute une série de règlements, ce qu'on appelle des règlements d'urgence, qui évidemment se basent sur l'article 122 du traité, c'est-à-dire qui exclut le Parlement, ce qui évidemment permet aussi des accords plus rapides, mais qui quand même nécessite une majorité qualifiée des États membres pour avoir des obligations d'économie d'énergie. Donc, économie de gaz, moins 15%, qui sont des économies volontaires, mais qui ont été dépassées dans la réalité. Économie d'électricité aussi, de moins 5% et moins 10% obligatoires dans les heures de pointe. On a eu aussi un règlement sur la solidarité en matière de gaz qui a été adopté et qui permet de faire fonctionner les mécanismes de solidarité. On a aussi eu un règlement qui permet d'accélérer l'octroi des permis pour le renouvelable. Il faut savoir que c'est vraiment probablement un des obstacles principaux au déploiement rapide des renouvelables, c'est l'octroi des permis. Pour donner un chiffre, si je suis bien informée et si ma mémoire est bonne, dans l'éolien, l'année passée, on a installé 19 gigawatts supplémentaires de capacité de production, ce qui est un record, mais on a en attente dans le pipeline, si je peux dire, 80 gigawatts qui attendent d'obtenir des permis, pour dire à quel point ce problème des permis est vraiment une sorte de bouchon qui bloque le déploiement des renouvelables. Et donc, pour moi, ce règlement est vraiment très important j'ai vu qu'on a obtenu un accord hier au Conseil sur l'accord qui avait été obtenu en trilogue sur la nouvelle directive renouvelable, où on a aussi mis dans la durée, donc dans le long terme, ces accélérations d'octroi de permis. Et puis, on a eu aussi des débats difficiles, mais on a quand même trouvé des accords sur deux règlements qui permettent d'intervenir directement pour corriger les mécanismes de marché, ce qui, pour l'Europe, est quand même, où le marché est quand même une question, je ne vais pas dire sacro-sainte, mais quand même une question de base, le fonctionnement du marché intérieur. On a
un mécanisme de correction qui a été adopté pour le marché du gaz et qui permet chaque fois que les prix, alors pour simplifier, sur le marché spot TTF, c'est-à-dire le marché néerlandais qui est le plus gros marché à court terme du gaz, quand les prix dépassent 180 € pendant, je crois, 3 jours, et qu'ils sont aussi 35 € supérieurs à la moyenne des marchés LNG, une sorte de moyenne de plusieurs marchés nationaux de LNG, on a ce mécanisme qui se déclenche, et on a aussi introduit un mécanisme un peu similaire sur le marché de l'électricité qui permet de limiter à 180 € aussi les revenus des productions inframarginales. Donc, quand le prix du marché dépasse 180 €, les productions de renouvelables et de nucléaire qui bénéficient de ces augmentations de prix, mais qui sont largement supérieures au prix qu'elles ont besoin pour couvrir leurs investissements, elles doivent rendre la partie qui dépasse les 180 €, pardon, et ces revenus pour l'État doivent être utilisés par les États membres pour aider les consommateurs vulnérables à payer leurs factures. Et on a aussi obtenu au Conseil un mécanisme qui permet que toutes les entreprises du secteur de production d'énergie fossile paient une sorte de cotisation de solidarité qui représente, je crois, le tiers de leurs bénéfices supérieurs à 20% de la moyenne des dernières années. Aussi, cette cotisation de solidarité doit servir pour aider les consommateurs vulnérables, mais aussi pour encourager toutes les mesures de diversification de l'approvisionnement européen. Donc ça, c'est un peu pour dire en cours les mesures qui ont été prises suite à la crise. Alors, état des lieux actuel, puisque vous me demandez aussi l'état des lieux actuel, je pense qu'on est dans une situation actuellement relativement favorable, dans le sens qu'on a des stocks de gaz bien remplis par rapport aux années précédentes. On a déjà une approbation de l'extension de la réduction de la consommation de gaz pour 2024, jusqu'à mars 2024, de 15%. Donc ça, c'est déjà approuvé. On a une augmentation des investissements en renouvelables, mais il reste quand même que la situation pour l'hiver 2023-2024 va dépendre d'abord de la volonté de la Russie de nous maintenir quand même ou non certaines fournitures de gaz, puisque la Russie n'a pas complètement coupé l'approvisionnement en gaz de l'Europe, puisqu'on avait encore l'année dernière environ 60 milliards de mètres cubes de gaz, comparé à ce qui nous est livré en temps normal, qui normalement est autour de 160. C'était 155 en 2020, un peu plus de 160 les années précédentes. Et on a quand même encore eu l'année dernière 40 milliards par gazoduc et 20 milliards par gaz liquéfié provenant de la Russie, mais il n'est pas impossible que la Russie coupe entièrement ses livraisons. Donc ça nous poserait un gros problème. On n'est aussi pas à l'abri d'une météo moins clémente. On a bénéficié l'hiver précédent d'une météo très clémente, mais on pourrait très bien avoir une météo beaucoup plus difficile l'hiver prochain. Et je pense que le troisième risque est lié au fait que, contrairement à l'hiver dernier où la Chine avait encore largement confiné sa population, et donc la demande chinoise était relativement faible, on risque d'avoir quand même une reprise de demande de gaz en provenance d'Asie qui va créer une concurrence pour l'Europe pour obtenir le gaz liquéfié dont elle a besoin. Donc,
je pense que d'une part, on est assez bien préparé, mais qu'on a quand même certains risques qu'on ne contrôle pas, qui ne dépendent pas de notre volonté, qui dépendent de la Russie, de la Chine et de la météo, et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire de la situation de l'Union européenne. On voit bien que cette situation est vraiment tout à fait complexe et en tout cas, le rôle des citoyens est très important. Ils sont concernés au premier lieu de par les tarifs qui sont appliqués. Et puis ça a des incidences et c'est parlant et pour tout le monde. Et puis, bon, comme vous le soulignez, la part de consommation, la réduction de consommation qui a pu être faite a eu aussi des influences positives. Donc, c'est aussi une manière très concrète de voir la part que peuvent jouer les citoyens au quotidien. Et ça peut aussi amener peut-être à des belles perspectives que de prendre part à la construction de ce projet européen. Et ça, c'est de manière plus élargie. Vraiment, on parle parfois de façon négative de la sobriété, mais il faut se rendre compte que c'est vraiment la première action à prendre, c'est de réduire sa consommation, parce que d'une part, sur le plan individuel, vous réduisez vos quantités, donc vous réduisez votre facture individuelle, mais aussi si de façon collective et solidaire, tous les citoyens réduisent leur consommation, ils réduisent aussi les prix sur les marchés, parce qu'ils diminuent le problème d'adéquation entre consommation et approvisionnement. Et donc, il y a deux aspects dans la réduction de la consommation qui sont tous les deux extrêmement importants et qui rendent l'action citoyenne vraiment, vraiment fondamentale. Alors, si on réduit la consommation, ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte et puis tout le monde passe par là. Parfois, le prix, les tarifs, en tout cas la facture, n'est pas forcément réduite, quoi. Mais bon, ça fait aussi partie de la complexité. Mais en tout cas, au niveau du ressenti et au niveau de la facture que un peu trouvé, même si on se rend compte qu'on a réduit, qu'on a baissé d'un ou deux degrés, que voilà. Alors, à prix égal, effectivement, si vous réduisez votre consommation, vous réduisez votre facture. Le problème est que les prix ont monté beaucoup plus que pour compenser ça. Alors, effectivement, comme je l'ai expliqué, et c'est le cas sur n'importe quel marché, les produits agricoles, ça fonctionne comme ça aussi. Vous avez trop de demandes par rapport à l'approvisionnement, les prix grimpent. Et il faut aussi considérer que quand les prix montent sur les marchés de gros, et on a eu des prix qui ont déjà doublé en 2021, qui sont passés en 2021 déjà de 25-30 euros à 50-60 euros. En 2022, le prix du gaz a grimpé à un moment donné jusqu'à 300 euros le mégawattheure. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ça se transmet aussi aux factures d'électricité. Alors ensuite, il y a le prix au détail. Alors, prix au détail, la quantité d'énergie, ce n'est qu'un tiers de votre facture. Donc, heureusement, les factures n'augmentent pas dans les proportions du prix de gros, puisque vous avez dans votre facture, grosso modo, un petit tiers qui est aussi dû au coût de réseau, qui, eux, n'ont pas augmenté. Et puis, on a, pour l'électricité, pour les ménages, on avait jusqu'à avant la crise, en moyenne européenne, 39% de taxes et de prélèvements. Alors, les États membres ont diminué ces pourcentages. Je crois que l'année dernière, au premier semestre, on était à un peu moins de 25%. Donc, on a été diminué de 39 à un peu moins de 25%. Et pour le prix du gaz, on est plus ou moins dans ces ordres de grandeur. Si ma mémoire est bonne, on était en 2021 à peu près 36% de taxes et de prélèvements, et on est descendu à 27% au début de l'année dernière. Mais je pense qu'il y a encore de la marge aussi là pour peut-être réduire, au moins pour les consommateurs vulnérables, ça permet quand même une réduction importante des factures.
Alors, les comportements sont amenés à changer, hein, ça c'est évident, c'est une tendance qui est en train de s'inscrire et c'est certainement très bien pour de multiples raisons. Et ça amène un petit peu peut-être à parler justement de la transition énergétique et de ce fameux pacte vert qui est bien présent maintenant. Je crois que c'est date de 2019. Hein, on peut considérer que c'est la feuille de route, on va dire, environnementale de la Commission européenne et il constitue en cela une des priorités de la présidente de la Commission. Alors, est-ce que vous pourriez présenter un peu les grandes lignes de ce pacte vert, de cette transition énergétique, dans quelle mesure il influence la production, la consommation aussi des énergies, et puis à terme, enfin moyen terme, court terme, plus long terme, comment cette crise énergétique va-t-elle pouvoir peut-être accélérer la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que Là, vous me posez beaucoup de questions. ça fait beaucoup de choses, oui, enfin, sur ce chapitre de la transition des changements abordés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais commencer peut-être, comme vous dites, par rappeler les grandes lignes du pacte vert, parce que c'est un projet énorme. Et comme vous disiez très bien, le pacte vert, c'est vraiment pour moi le projet politique phare de la commission von der Leyen, qu'elle a mis sur la table dès son arrivée, qu'elle avait déjà annoncé dans son discours au Parlement européen quand elle a été élue au Parlement européen, et puis qu'elle a mis sur la table de la commission dès qu'elle est arrivée début décembre 2019. Alors, pour être un peu schématique, je dirais il y a 4 grands axes dans le pacte vert. Il y a d'abord cet objectif de faire de l'Union européenne le premier continent neutre sur le plan des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et ça, c'est un engagement international au niveau européen. Et de là découle toute une série de mesures pour atteindre ces objectifs climatiques dont je peux parler peut-être dans une minute. Là, on peut y arriver avec d'autres questions. Le deuxième volet du pacte vert, c'est un volet qui concerne de façon plus large la survie sur la planète, pas seulement sur le plan climatique, mais plutôt sur le plan de la biodiversité, de la faune, de la réduction des pollutions de l'eau, des océans, de la pollution de l'air, de la pollution des sols, des chaînes alimentaires, etc. Ensuite, il y a un troisième axe qui est vraiment un axe industriel, c'est-à-dire qui essaie de construire sur ces objectifs environnementaux et climatiques une véritable politique industrielle pour que l'Europe devienne à la pointe du progrès en matière de technologies propres et de production de ces technologies industrielles. Et c'est un peu tout le sens de cette Net Zero Industrial Act qui vient d'être mis sur la table par la Commission européenne, mais il y a déjà eu des tas d'actions préalables, notamment, par exemple, des alliances industrielles pour mettre ensemble tous les acteurs de certains secteurs, comme les batteries ou les panneaux solaires, etc., pour essayer de recréer une industrie européenne dans ces domaines, puisque l'Europe a beaucoup perdu dans le domaine notamment des panneaux solaires. Et puis, il y a un quatrième axe, qui est un axe plutôt social et qui est une sorte d'engagement européen de ne pas laisser une partie de la population, certaines régions sur le bord de la route, parce qu'on sait que dans toute transition, il y a des gagnants et des perdants. Et on a par exemple en Europe des régions qui sont fortement dépendantes du charbon, par exemple, non seulement pour leur production d'électricité, mais aussi dans des industries qui dépendent du charbon. Et donc, toutes ces régions vont devoir opérer une transition quand même assez difficile sur le plan social. Et donc, on a créé un fonds de transition juste qui cherche à aider ces régions, et y compris d'ailleurs une région en France. Et puis, on vient d'avoir l'accord au niveau du Parlement et peut-être du Conseil déjà, mais en tout cas, on a un accord en trilogue et on a l'accord formel du Parlement sur le Fonds social européen qui est lié à la réforme du système d'échange de quotas d'émissions. Donc, on va avoir un Fonds social européen dans lequel il y a, si ma mémoire est bonne, 87 milliards d'euros pour des aides sociales
sur cette transition écologique au niveau européen. Donc ça, c'est un peu, dans les très grandes lignes, ce que fait le pacte vert. Alors ensuite, vous m'avez demandé quelle va être l'influence sur la production et la consommation des énergies, c'est ça, je crois, la question qui a été posée. Alors, production, je suppose que vous voulez dire production d'électricité plutôt. Voilà. Alors, production d'électricité, d'abord, il faut savoir que la production d'électricité est le premier secteur couvert par le système d'échange de quotas et qu'on a de nouveaux objectifs. On a un accord au niveau européen pour de nouveaux objectifs en matière, pour les secteurs couverts par le système d'échange de quotas d'émissions, avec, si ma mémoire est bonne, un objectif de 62% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par ce système. Et la production d'électricité est le secteur qui paie 100%, qui n'a droit à aucune allocation gratuite. Et donc, ça affecte énormément la production d'électricité, mais ça fait aussi que c'est dans le secteur de l'électricité qu'on a les ambitions les plus fortes et les résultats les plus impressionnants au niveau de l'introduction des renouvelables. On a de nouveaux objectifs au niveau européen en matière de renouvelables qui ont été renforcés aussi. Donc, on avait déjà un objectif de 32% de renouvelables qui a été relevé à 40% avec le pacte vert et qui maintenant a été rehaussé à 42,5% suite à la crise qui a permis d'être encore plus ambitieux que le pacte vert, 42,5% de renouvelables d'ici 2030. On a des objectifs aussi renforcés au niveau des économies d'énergie, avec des objectifs d'économie d'énergie qui étaient de 9% sur base du pacte vert, sur base d'un scénario de business as usual à partir de 2020, donc d'ici 2030. Et cet objectif de réduction de 9% par rapport au business as usual a été rehaussé à 11,7% avec les objectifs qui ont été fixés dans REPowerEU, et on a un accord sur ces nouveaux objectifs. Donc, on devrait, je pense, avancer assez bien en matière de production et de consommation d'énergie dans l'Union européenne. Et ce que je n'ai pas non plus cité, c'est que en matière de renouvelables, on a des sous-objectifs dans l'industrie, dans la production de chaleur, dans le bâtiment et dans l'électricité. Notamment dans l'électricité, l'objectif est d'atteindre 69% d'ici 2030, donc 69% de production de renouvelables d'ici 2030. Donc pratiquement un système de production électrique propre, parce que si on ajoute à ça la production nucléaire, on arrive à un système qui est à 90% décarboné. C'est que l'électricité en Europe, c'est pas tout le mix, toute la consommation d'énergie. L'électricité, c'est autour de 23-24% de notre consommation d'énergie. C'est un peu plus en France. Je crois qu'en France, vous arrivez à 26 ou 27% d'électricité dans le mix énergétique. C'est un peu moins en Allemagne. Je crois que l'Allemagne doit être à 21 ou 22% si ma mémoire est bonne. C'est ça. Alors, si on regarde dans ce domaine… J'ai pas répondu à la question de… Attends, j'ai pas répondu. Pardon. Je crois qu'elle m'a posé une troisième question qui était, est-ce que la crise va accélérer ou pas cette transition énergétique ou le réchauffement climatique? Je ne sais plus ce que tu m'as dit. Oui, c'est ça. La crise va-t-elle permettre d'accélérer voilà. le réchauffement climatique? Bon, on n'a pas une boule de cristal, hein, mais est-ce que ça va… Je pense que c'est une excellente question parce que je pense que court terme, il y a clairement eu un petit rebond d'utilisation de charbon pour remplacer du gaz. Je pense qu'on a
aussi un effet négatif du fait que on a les États membres qui, pour aider leurs citoyens et pour répondre à la crise, ont dépensé des sommes faramineuses. L'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie en Europe a fait une estimation de 680 milliards de dépenses des États membres pour répondre à la crise. Et les 3/4 de ces mesures sont des mesures d'aide aux consommateurs et donc quand même en majorité des mesures qui favorisent les énergies fossiles. On a aussi construit de nouveaux terminaux gaziers et quelqu'un qui construit un terminal gazier, ben, il veut le rentabiliser. Donc, on a certains éléments qui vont dans le sens négatif, je dirais, en termes de réchauffement climatique et de transition énergétique. Mais je pense que d'un autre côté, sur le long terme, le plus long terme, on a quand même une dynamique qui s'est installée d'économie d'énergie, d'investissement renouvelable. Et je pense que tout le monde a compris que la souveraineté européenne passait par une production européenne d'énergie. Et ça, ce sont les renouvelables essentiellement et un peu de nucléaire dans les États membres qui souhaitent faire du nucléaire. Donc, ma réponse est plutôt optimiste sur le long terme, mais quand même avec quelques interrogations parce que quand on a 680 milliards de dépenses dans les budgets des États membres pour répondre à la crise, c'est aussi des budgets qui ne sont pas disponibles pour investir dans le futur. Donc, voilà un peu une réponse un peu mitigée quand même. Mais bon, je suis quand même toujours une optimiste sur le long terme. Une inquiète, mais une optimiste. Donc, voilà pour répondre je voulais terminer de répondre à votre question. Alors moi, Oui. ça me faisait penser à un certain nombre d'éléments lorsque l'on parle d'énergie renouvelable, d'une Europe de l'énergie, des énergies renouvelables. 2030, c'est demain. En même temps, on constate aujourd'hui des disparités qui sont assez importantes en matière d'intensité carbone, par exemple, et d'énergie renouvelable d'ailleurs. La France, c'est à 29%, si mes informations sont bonnes. Tu L'Allemagne, parles à de 59% l'électricité. Ouais. en matière d'énergie renouvelable et électrique, oui. Oui, Et tu parles de la part des renouvelables dans l'électricité, hein, oui, c'est c'est pas ça. dans le Oui, mix oui, tout à énergétique. fait. Ouais, ouais, L'Allemagne, 59%. ouais, La Suède, c'est ouais, le bon ouais. élève, hein. Entre Oui, oui, 69 et oui, 100% selon les régions, l'Espagne 41% et l'Irlande 66%. oui, Donc, tu le disais, absolument. l'Irlande est le bon élève, finalement, un des bons élèves de cette Union européenne. Mais que faire finalement pour harmoniser rapidement ces questions d'énergie renouvelable et pour aller vers une Europe alors plus unie, un marché du renouvelable européen. Mais, OK, je pense que le problème pour moi, il n'est pas dans la disparité entre les États membres. Il y a certains États membres qui sont un peu à la traîne sur le renouvelable et qui pourraient faire des efforts supplémentaires, et la France en particulier. Mais je pense qu'en France, il y a un débat qui est parfois un peu contre-productif, parce que je pense que développer le nucléaire n'exclut pas la nécessité absolue de développer aussi le renouvelable, et on peut en parler d'ici une minute dans d'autres questions. Certaines des disparités s'expliquent aussi par le fait que les États membres ont des ressources différentes. Ils ont un potentiel d'éolien qui est très différent entre l'Irlande. L'Irlande a un excellent potentiel d'éolien, par exemple. D'autres pays ont un bon potentiel de bioénergie. D'autres pays ont un bon potentiel de solaire, comme l'Espagne ou le Portugal. Et donc, il y a des différences qui sont quand même partiellement justifiées. Bon, au niveau européen, on a 37% de renouvelables et on va essayer de remonter ça à 69% d'ici 2030. Pour moi, la question, elle n'est pas tellement d'harmoniser, comme tu dis, elle est plutôt d'accélérer. Parce que pour atteindre nos objectifs
on va devoir drôlement accélérer les investissements en matière de renouvelables. Et pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord accélérer l'octroi des permis. Donc, il faut donner des ressources aux administrations. Il faut simplifier l'octroi des permis, avoir des points de contact uniques, simplifier l'administration, avoir des ressources supplémentaires dans les administrations publiques et des ressources compétentes qui peuvent délivrer ces permis rapidement. Et je crois qu'on ne peut jamais insister suffisamment. Il faut aussi faciliter l'accès des renouvelables au marché de l'électricité. Il faut pour ça que les transactions sur le marché de l'électricité puissent se produire le plus possible proche du moment où l'électricité va être injectée, parce qu'à ce moment-là, les producteurs savent s'ils peuvent produire ou pas. Donc, tandis que si le marché se ferme longtemps avant, il y a encore des incertitudes. Est-ce que je vais avoir assez de vent pour produire, pour mettre mon éolien sur le réseau? Il faut, je crois, réduire les risques pour les producteurs, donc que les États membres utilisent des systèmes pour soutenir les nouveaux investissements dans le renouvelable. Et les propositions de la Commission, c'est que les États membres devraient faire ça à travers des systèmes qu'on appelle de contrats pour compensation, c'est-à-dire l'État fait un appel d'offres. L'appel d'offres détermine un prix pivot, si je peux appeler ça un prix pivot, qui est le prix sur la longue durée dont le producteur a besoin pour rentrer dans ses frais d'investissement. Parce que la caractéristique de l'éolien et du solaire, parce qu'on parle essentiellement ici de l'éolien et du solaire, c'est d'avoir des coûts en investissement initial très élevés et puis des coûts de production extrêmement bas, donc un CAPEX très élevé et un OPEX très bas, chose qu'il a en commun d'ailleurs avec le renouvelable. Donc l'idée, c'est d'avoir des contrats qui fixent un prix pivot. Quand le prix du marché est en dessous de ce prix pivot, l'État compense le producteur pour qu'il puisse rentrer dans ses frais d'investissement. Mais quand le prix du marché est supérieur à ce prix pivot, les producteurs doivent rembourser ce prix à l'État. Ce qui a d'ailleurs permis, la France a déjà des contrats de ce type, et ça lui a permis d'engranger, je pense, quelque part autour de plus de 20 milliards d'euros de récupération auprès des producteurs de renouvelables. Donc, il faut des mécanismes qui permettent, si je peux dire, de limiter les aides publiques au minimum nécessaire, mais qui limitent le risque des investisseurs dans le renouvelable. Ensuite, je pense qu'il faut aussi adapter le marché à des sources d'énergie qui sont variables dans le temps. Comme on sait, le solaire, c'est du matin au soir, mais ce n'est pas après 7 heures du soir. Et donc, il faut des moyens de flexibilité sur le marché. Et ces moyens de flexibilité, c'est essentiellement le stockage qui doit se développer et tous les moyens de gestion de la demande. Donc, on devrait de plus en plus pouvoir faire sur le marché de l'électricité et rémunérer des consommateurs pour l'effacement de leurs demandes qui permettent ce fameux équilibre dont on a besoin sur le marché de l'électricité. Et puis, il faut aussi que les banques se mettent à financer plus facilement des investissements en renouvelables et donc acquérir les compétences, pouvoir analyser les investissements, est-ce qu'ils sont rentables, est-ce qu'ils ne sont pas rentables. Et la BCE s'est déjà largement mise à ce rythme-là. Y a-t-il pas aussi une question de fiscalité, donc une différenciation entre États membres sur une approche de redistribution, de taxation Alors oui, alors ça c'est une des raisons pour laquelle une des mesures du pacte vert, donc c'est la révision de la directive sur la taxation des produits énergétiques.
Alors, on a une directive qui date, si ma mémoire est bonne, de 2003, je pense. La directive existante date de 2003. Et c'est une directive qui, en réalité, comme on est dans le domaine de la fiscalité, a été adoptée à l'unanimité et donc a fait l'objet d'un tas de marchandages entre les États membres. Et donc, cette directive comprend, je pense, plus de dérogations et d'exemptions qui sont en réalité des subventions aux énergies fossiles que de logique climatique, qui n'était pas vraiment la priorité à l'époque. À l'époque, la priorité, c'était le marché intérieur. Alors, la proposition qui a été mise sur la table, c'est une proposition qui devrait donner un peu de logique dans cette taxation des produits énergétiques, à savoir qu'un produit énergétique devrait être taxé en fonction du contenu énergétique du produit et de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais de nouveau, on est devant la difficile unanimité dont on a besoin pour approuver la directive, et c'est extrêmement important qu'on approuve cette directive aussi parce que la directive existante est une directive qui est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui comporte un biais assez important contre l'électrification. Or, l'électrification, c'est une des priorités pour décarboner notre consommation d'énergie. Et actuellement, les systèmes fiscaux dans pratiquement tous les États membres sont défavorables à l'utilisation de l'électricité et plus favorables dans le chauffage, par exemple, à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier le gaz, mais aussi le mazout. Enfin, de moins en moins le mazout. Et donc, effectivement, la question de la taxation des produits énergétiques est extrêmement importante, mais de nouveau, en matière de taxation, c'est l'unanimité. Donc, Inch'Allah, c'est une des mesures qui est encore dans le pipeline de toutes les mesures qu'on a mises sur la table pour ce qu'on appelle le Fit for 55. Alors, toute autre chose, et en même temps, je surveille la pendule, puisque avec toi, le temps passe toujours très vite, Anne. Il y a tellement de choses à dire. Oui, mais c'est fort intéressant et c'est très instructif pour nous tous. On apprend plein de choses ce soir et tu apportes des précisions qui sont essentielles. Alors, toute autre chose, je pensais à la géopolitique et je me disais, en lisant les journaux ce matin, l'Allemagne annonce la déconnexion de ses centrales nucléaires et annonce une très forte priorité pour les énergies renouvelables. On dit aucun souci. Alors la question ici nous fait sortir un petit peu du débat et de la discussion que nous avons lancée. Alors sans doute est-ce bon pour la baisse du CO2, ça d'accord, mais est-ce que c'est pas une difficulté nouvelle dans les relations entre les deux pays, entre France et Allemagne, à un moment où eh bien, c'est un peu tendu? Écoute, ma réponse, alors je pense qu'il faut relativiser un peu la question, parce que le nucléaire en Allemagne, avant la fermeture, c'était 6% de sa production d'électricité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'électricité en Allemagne, c'est 21 ou 22% de la consommation énergétique en Allemagne. Donc 6% de 21%, c'est pas grand-chose. C'est 1,2, 1,3. Oui, techniquement, je suis d'accord. Mais idéologiquement, dans la pensée des Allemands par rapport à la pensée des Français, le choc n'est-il pas là, finalement? Mais je pense qu'on a, depuis toujours en Europe, on a des pays qui sont pro-nucléaires, des pays qui sont défavorables au nucléaire. Et probablement une des raisons pour laquelle, dans le traité de Lisbonne, on a cette disposition qui dit que les États membres sont libres de choisir leur mix énergétique, une des raisons, outre le fait que les États membres ont des potentiels de renouvelables différents dans l'éolien ou dans le solaire ou dans la géothermie et qui sont connectés différemment sur le plan géographique, une des raisons, c'est ce choix du nucléaire qui est un choix démocratique. Donc, je pense qu'il ne faut pas contester les choix
qui sont faits de façon démocratique dans un État membre. Alors après, on peut avoir au niveau personnel des regrets qu'au moment où la priorité, c'est quand même la décarbonation, qu'on ferme des centrales qui pourraient fonctionner. Mais si on les remplace de façon rapide par du renouvelable, après tout, l'objectif, c'est quand même de décarboner. Il me semble qu'au niveau de la décarbonation, l'Allemagne, en réalité, a fait des efforts supérieurs à la France. Si je regarde la décarbonation depuis 1990, qui est l'année de base pour regarder la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 40%, alors que la France arrive, je crois, même pas à 30%. 29, peut-être 30 cette année, mais sur les statistiques existantes, on n'est pas à 30%. Et donc, l'Allemagne partait d'une situation beaucoup plus carbonée que la France, mais a décarboné beaucoup plus rapidement, même si elle reste avec un mix énergétique plus carboné que celui de la France, mais qui est aussi, je pense, en partie dû à la structure de son industrie. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel il faut être assez nuancé. Et puis peut-être, personnellement, je ne vais pas faire de la géopolitique. Je pense que le nucléaire ne devrait pas être un sujet de tension entre les deux États membres, parce que quelque part, pour moi, la diversité, j'ai toujours dit que la diversité de l'Europe est sa richesse. Et je pense que la diversité des mix, il faut la voir aussi comme une richesse. L'Allemagne a traditionnellement exporté vers la France pendant les heures de pointe sur le réseau électrique et importé de la France de l'électricité en base provenant du nucléaire. Donc, les deux se complètent, je trouve. Et je pense que si tous les États membres avaient le même mix énergétique et qu'ils produisaient tout ça au même prix, il n'y aurait aucun intérêt à avoir des échanges entre les États membres. Toute la valeur ajoutée des échanges entre les États membres vient du fait qu'ils n'ont pas les mêmes mix énergétiques et qu'ils n'ont pas non plus d'ailleurs les mêmes courbes de consommation, parce que la consommation, elle varie au cours d'une journée avec des heures de pointe qui ne sont pas à la même heure. Et elle varie au cours de l'année en fonction du climat. Les pays du Sud ont tendance à consommer beaucoup l'été à cause de l'air conditionné. Les pays du Nord, ils consomment beaucoup l'hiver parce que l'hiver est froid, qu'on a besoin de se chauffer. Et donc là aussi, on peut se compléter. Donc je pense que la diversité est quand même a priori plutôt une richesse qui permet des complémentarités. Ça ne devrait pas être des sujets de conflit. Surtout que la diversité, unie dans la diversité, c'est bien voilà. la devise de l'Union. Unie dans la diversité. Et donc, je pense qu'il faut faire l'union de l'énergie dans la diversité. Alors, et peut-être qu'il y aura un terrain sur lequel Allemagne et France et d'autres vont pouvoir se retrouver, c'est sur les évolutions, des nouvelles, par rapport à des nouvelles énergies, peut-être des choses à inventer. Quelle serait peut-être à ce niveau-là la place de l'hydrogène dans l'avenir? J'ai peut-être aussi complété ce que j'ai dit là tout à l'heure, qu'en réalité, par exemple, on a vu pendant la crise, c'est assez intéressant, durant la crise, on a eu une situation où l'Allemagne manquait de gaz, parce que l'Allemagne est plus dépendante fatalement du gaz qui vient de l'Est, de la Russie, et donc la France a exporté du gaz à l'Allemagne. La France, qui avait du gaz qui, elle, vient de l'Algérie, de la Norvège, etc., était mieux approvisionnée en gaz. Et c'est aussi ses choix d'approvisionnement. Donc, ça lui a permis d'aider l'Allemagne. Et inversement, la France a eu des problèmes avec ses centrales nucléaires, avec sa production hydroélectrique. Donc, elle a eu un vrai problème d'approvisionnement de l'électricité. Et l'Allemagne lui a exporté de l'électricité durant la crise. Donc, je pense que les pays se complètent bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important aussi qu'ils soient bien interconnectés, parce que sinon, ils ne peuvent pas.
profiter de cette diversité. Alors, tu posais la question, désolé, de l'hydrogène, je t'ai interrompu, je te laisse continuer. Non, mais justement, je me dis, il y a certainement des choses à inventer, puis à inventer ensemble. Autant il y a cette complémentarité là, tout à fait intéressante et pertinente. Mais justement, parmi les nouvelles énergies, ou du moins le développement de certaines, quelle pourrait être la place de l'hydrogène dans l'avenir? Est-ce qu'il y a aussi des domaines, par exemple, comme l'agriculture, les transports maritimes, etc., qui vont devoir s'adapter? Et puis, est-ce que l'hydrogène a une place là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Comment on peut imaginer les choses? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que on en est où? Ok, alors la question d'hydrogène, c'est une question extrêmement, je pense, extrêmement complexe. Alors je pense qu'il faut peut-être partir de l'idée que la priorité pour décarboner le système énergétique, c'est l'électrification de tous les usages qui peuvent être électrifiés. Pourquoi? Parce qu'on peut produire de l'électricité, comme on l'a vu, plus facilement avec du renouvelable, et on peut atteindre pratiquement 100% de décarbonation du système électrique, et avec des sources qui sont très bon marché. Donc, la priorité, c'est d'électrifier tout ce qui peut l'être, d'électrifier le chauffage avec des pompes à chaleur, ce qui est beaucoup plus efficace, ça consomme moins d'énergie que le chauffage électrique pur ou que le chauffage au gaz. Donc, pour la chaleur, dans le chauffage, les pompes à chaleur. Il faut aussi essayer d'électrifier au maximum, je pense, le transport et notamment le transport routier. Et là aussi, un moteur électrique, c'est plus efficace qu'un moteur thermique, ça consomme moins d'énergie. Et je pense qu'il faut électrifier le plus possible toute la flotte. D'ailleurs, on a des objectifs européens que d'ici 2035, les nouvelles voitures qui vont être vendues sur le marché européen seront devront être des véhicules électriques. Donc ça, c'est la priorité. Alors après, il y a certains usages qu'il est très difficile d'électrifier. Et c'est le cas, par exemple, alors, soit qui sont difficiles techniquement, soit qui sont très coûteuses à électrifier. Et ça, c'est le cas, par exemple, de certaines industries lourdes, comme par exemple la production d'acier. Et là, l'hydrogène a un rôle à jouer pour remplacer le coke qu'on utilise pour séparer les métaux de la masse. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Bon, ça va me revenir, mais bon. Et donc là, l'hydrogène a un rôle à jouer. L'hydrogène a peut-être aussi un créneau dans tout ce qui est le transport lourd. Donc, on peut imaginer que, par exemple, de rares lignes de train qui ne sont pas encore électrifiées, qui fonctionnent encore au diesel, il est peut-être moins cher d'utiliser l'hydrogène que d'électrifier la ligne. Ça, c'est à analyser. Il y a peut-être une petite place de l'hydrogène dans tous les transports qui ont besoin de stocker de grandes quantités d'énergie sur une longue durée, et donc où les batteries sont moins adaptées. Et donc, où peut-être l'hydrogène est adapté, par exemple, je pense au transport maritime ou aux camions qui font de très longs trajets. Donc là, il y a une place pour l'hydrogène. Mais la question est aussi qu'il y a déjà de l'hydrogène qui est utilisé dans l'industrie pour produire, par exemple, de l'ammoniac, etc. Et là, cet hydrogène, pour le moment, est essentiellement produit par des procédés extrêmement polluants. Donc, à 98% sont produits à travers une méthode de reformage du gaz, qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et la principale priorité, c'est de remplacer cet hydrogène sale par un hydrogène produit à partir de sources renouvelables. Et donc, l'Europe s'est fixé des objectifs assez ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on va arriver à nos objectifs de production dans l'Union européenne de 10 millions de tonnes d'hydrogène et d'importation de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable de pays tiers. Mais ce qui me paraît, d'ici 2030, extrêmement ambitieux quand on regarde ce que ça comporte au niveau des nouvelles installations de renouvelables nécessaires pour amener l'électricité nécessaire aux électrolyseurs qui vont produire l'hydrogène. Et il faut aussi rappeler que
la priorité pour le stockage de l'électricité, c'est quand même plutôt la batterie. Quand vous avez une batterie, vous mettez 100 à l'entrée en quantité d'énergie, la batterie vous rend à peu près 70. Vous mettez 100 d'énergie à l'entrée de production d'hydrogène, l'hydrogène vous produit aux environs de 25 quand on a des systèmes efficaces. Donc, l'hydrogène, ce n'est pas non plus extrêmement efficace en termes d'utilisation des sources primaires d'énergie. Autre raison pour ne l'utiliser que là où c'est vraiment nécessaire. Mais il y a une place, ça c'est sûr. Et une place qui va peut-être représenter dans le mix total, les évaluations varient très fort de 5% à 7-8% du mix énergétique. Mais ce qui reste quand même une place significative, mais pas extrêmement importante. Et là, quand on parle de l'hydrogène par rapport à l'électricité et par rapport aux batteries, c'est bien, mais l'inconvénient des batteries, c'est quand même les métaux rares. Oui, absolument. Et c'est Et d'ailleurs ça pour pose un ça, gros problème. absolument. Et c'est exactement pour ça que la Commission européenne vient justement de mettre sur la table une proposition de règlement sur les métaux rares qui… Alors déjà, on a toute une stratégie sur les métaux rares qui consiste à avoir de nouvelles relations bilatérales avec les pays producteurs, mais aussi toute une stratégie pour produire ces métaux en Europe et recycler les métaux donc dans le cadre de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un peu les trois axes: production locale, recyclage et nouvelles sources à l'extérieur. Et puis, il y a toute la recherche qui se fait actuellement et qui est extrêmement active sur les batteries pour essayer de trouver des alternatives à certains des métaux rares. Mais bon, ce n'est pas encore sur le marché. Mais c'est effectivement un des freins potentiels à la diffusion des batteries. Mais bon, je pense que le développement de l'utilisation des batteries va être progressif et que progressivement, on va aussi améliorer. On a déjà un règlement sur les batteries qui oblige au recyclage des batteries. Donc, les batteries doivent être conçues dès le départ pour pouvoir être recyclées. Ça, c'est déjà le cas en Europe. Donc, et justement, est-ce que les différentes techniques évoluent de la même façon en Europe et dans les autres pays du monde? Oh là, c'est pas vraiment mon rayon. Donc, Parce que, bon, on l'a vu. je mets mon joker parce que je ne suis pas une experte en technologie des batteries. Non, donc, là, on parle des batteries, mais par dans exemple… l'université, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, mais je ne peux pas répondre à votre question sur le niveau de recherche-développement en Europe par rapport à d'autres parties du monde. Parce que là, je regardais l'intervention de Michel Lostum, là, qui nous disait que tout à l'heure, à propos du stockage de l'énergie, qu'en Europe, on n'avait pas forcément trop tenu compte de l'état des techniques qui allaient plus vite ailleurs qu'en Europe et en France. Mais bon, les batteries ne sont pas Non, on parlait du stockage tout à l'heure du gaz ou de l'électricité ou de… Oui. Oui, mais bon, comme j'ai dit, on n'avait pas jusqu'à présent d'obligation de stockage en Europe. Donc, on a augmenté les capacités dans les années précédentes et on a maintenant des obligations de remplissage aussi. Il y a Bernard Bonneau Bernard Bonneau qui nous rejoint, intervenir. Qui a levé la main. Bonjour Bernard, je vois que les chemins de fer ont pu te transporter de Genève à la région rennaise. C'est la chienlit. La chienlit. Il n'y a pas d'autre terme. L'un m'a dit avant moi, mais c'est la chienlit. Le train m'a laissé dans les Alpes. Comment? Bonjour Anne. Bonjour Bernard.
Voilà. Et ça fait 11 heures de voyage, avec des trains annulés, des trains, c'est la chienlit. Bon, alors, là, ma question, c'est concernant les batteries. Oui, il y a le problème que tu as soulevé. Mais il y a un problème qui me paraît réellement crucial parce qu'il relève en fait de la naïveté permanente de l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est la naïveté de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. La Chine, insidieusement, ne sont pas des colonialistes, hein, les Chinois. Ce sont les Européens qui sont les colonialistes, qui sont les méchants vis-à-vis du Maghreb, vis-à-vis de l'Afrique noire. Les Chinois, ils ne sont pas colonialistes. Ils s'infiltrent. Ils vont où? Ils vont là où se trouvent les sources. Les ressources. Les ressources. Voilà, le cadmium qui permet de construire les batteries. Alors, le problème pour l'Union européenne, c'est d'avoir une main de fer avec les Chinois sur ces problèmes-là. On a été beaucoup trop naïfs, beaucoup trop doux. Mais si, dans le domaine du commerce, la taxe carbone, elle est très récente, alors que les Chinois nous pompent. On a quand même des mesures anti-dumping contre la Chine, on a eu des mesures anti-dumping sur les panneaux solaires, mais la question n'est pas aussi simple. La question du commerce est complexe en Europe, parce que vous avez, par exemple, en Europe, pour prendre les panneaux solaires, par exemple, des entreprises qui montent des panneaux solaires avec des pièces importées de Chine. Donc, ceux-là, ils ne veulent pas de mesures anti-dumping. Mais on a eu je ne sais plus en quelle année, mais des mesures anti-dumping, par exemple, sur les panneaux solaires chinois. Donc, on utilise notre instrument quand on a des preuves de subvention par les Chinois. Non, mais ça doit être donnant-donnant. Le problème de transparence des subventions en Chine. Voilà, mais ça doit être du donnant-donnant. Transparence des subventions, c'est aussi le cas aussi avec les USA. Mais on est quand même d'une grande naïveté. Mais je ne pense pas que l'Europe soit naïve. L'Europe a beaucoup gagné en matière de commerce. L'Europe est par définition un pays qui a voulu ouvrir au commerce, et il faut dire que l'Europe a quand même jusqu'à présent une balance commerciale positive. La balance commerciale de l'Europe n'a été en négatif que depuis l'année dernière à cause des importations, à cause de la hausse du prix des énergies fossiles. Mais jusqu'à l'année dernière, l'Europe était gagnante dans le commerce international, malgré le fait qu'elle importe la plupart de ces énergies fossiles. Donc, même compte tenu de ces importations d'énergie fossile, elle avait une balance commerciale positive. Donc, alors, Anne, en tant qu'économiste, l'Europe est plutôt gagnante. L'Europe est le premier exportateur du monde. Oui, Anne, mais en tant qu'économiste, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du séminaire, oui. Mais l'Europe, à sa naissance, elle a choisi la libre concurrence, le libre-échange, etc., etc., etc. On avait en face de nous des puissances beaucoup plus fortes, comme notamment les USA à l'époque. En interne, qu'est-ce qu'on a fait? Concurrence tous azimuts. Est-ce que c'était une bonne solution? Est-ce que c'était pas une bonne solution de garder des secteurs sous le contrôle de l'État? En France notamment, en Allemagne, hein, je pense alors la SNCF, là, on m'a dit encore aujourd'hui, tranquillisez-vous, bientôt ce sera la concurrence. Ça va être beau. Moi je dis tant mieux, parce que depuis 6 mois que vous êtes en grève en permanence, vive l'ouverture à la concurrence. Mais la concurrence tous azimuts, ce n'est pas une politique forcément, là aussi, naïveté. Il y a des secteurs sur lesquels il faut être en concurrence. Effectivement, l'énergie en est un, puisque effectivement, la production d'énergie, les fournisseurs. Je vais t'arrêter, c'est pas vraiment le sujet. Et je pense que pour prendre le secteur de l'énergie est un des secteurs, si pas le secteur le plus régulé en Europe. Donc, dire qu'on a de la concurrence libre, non faussée, tous azimuts, est pas correct. On a un marché, mais on a un marché qui est largement régulé. On a des milliers de pages de réglementation du marché en Europe. Oui. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on a comme ça.
Et je pense que le niveau de concurrence qu'on a en Europe, qui est d'ailleurs limité par les capacités d'interconnexion entre les États membres, qui permettent quand même pas des échanges énormes entre les États membres dans le domaine de l'énergie, tous les calculs qui ont été effectués par notamment l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie montrent qu'on a gagné plusieurs dizaines de milliards, je ne sais plus si le chiffre était 70 milliards d'euros de gains en termes de coûts grâce à la concurrence. Donc ça, ce sont des faits. Alors on peut ne pas aimer la concurrence, mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est la réponse de l'Europe à la crise. Et l'énergie. Mais l'interconnexion des réseaux, d'accord. Mais je suis désolé, dans chaque pays, il y a eu une concurrence entre les distributeurs d'énergie qui n'était pas forcément à l'avantage du contribuable, enfin du consommateur contribuable. On va arrêter là parce que c'est un sujet très complexe. Et Bernard, là, on a eu jusqu'à présent dans le marché de l'énergie un problème de missing money. Jusqu'à la crise, on a eu le marché de l'électricité un problème de missing money. C'est-à-dire que les prix étaient tellement bas que certaines productions n'étaient plus rentables. Donc, on ne peut pas dire que la concurrence n'a pas eu un effet positif pour les consommateurs. Ça, c'est factuellement incorrect. Alors, c'est vrai que depuis la crise, on a un problème de too much money. On a trop d'argent Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a introduit au niveau européen, on n'a pas dit concurrence non faussée, on a fait des interventions dans le marché et on a mis un seuil de 180 €. Et alors, à ce moment-là, la taxe que M. Macron va imposer… La taxe que M. Macron va imposer à ceux qui ont fait des super profits, je pense à Total Energy, c'est l'Union européenne. Il y a eu une taxe européenne. C'est l'Union européenne. Ce sont les 27 États membres ont adopté un règlement qui impose une cotisation de solidarité à tous les acteurs du secteur des énergies fossiles. C'est une décision européenne. Mais ça, je sais, c'est un vieux règlement. Voilà. Mais ce que veut… Donc, on n'a pas je crois, on n'a pas eu peur d'intervenir dans le marché durant la crise pour corriger les effets. Il nous reste 2 minutes. Avons-nous des questions autres, des questions nouvelles? Marie-Laure, as-tu encore une question? Pas forcément une question, mais moi j'ai envie c'était un petit peu une réaction par rapport à ce qui venait d'être dit, et puis on voit bien de la difficulté, tout ce que ça peut susciter. Mais si on regarde, si on prend un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à tout ça, il y a 72 ans, c'était la première pierre finalement de la construction européenne au travers de la mise en place de la CECA, qui était si on veut le premier acte, on va dire, énergétique commun entre la France et l'Allemagne, et on voit bien ce que ça a pu ouvrir comme justement ce que ça a pu développer au niveau de la citoyenneté, au niveau des droits, enfin, etc., au niveau des marchés, mais aussi bien au-delà et au niveau de la citoyenneté, et en plaçant, en mettant vraiment les citoyens au cœur du projet. Donc moi, c'est pas forcément une question, mais peut-être un vœu et puis un espoir. Et puis je rejoins l'optimisme de Anne. Peut-être que là, on a une croisée des chemins et que cette crise énergétique va permettre, on va dire, de grimper une marche encore un peu plus importante pour continuer. L'énergie est peut-être au cœur de cette construction européenne. Enfin, pas seulement, mais on peut faire aussi ce pari-là. Et dans la mesure où elle intervient, mais au quotidien, comme on le disait tout à l'heure au niveau des citoyens, il y a une manière, en termes de communication, là, on a peut-être encore beaucoup de choses qu'on peut développer pour faire savoir toutes les avancées et tout le positif. Parce que on parle souvent, là je vais dire à Bernard, on parle souvent des trains qui arrivent en retard, mais on parle peut-être pas de ceux qui arrivent à l'heure non plus, quoi. Et il y a plein de choses positives qui se font, et peut-être que l'Europe a aussi à gagner là en valorisant tous les aspects positifs, y compris en matière énergétique. Même s'il y a encore beaucoup à faire. Si je peux ajouter, l'énergie, c'est le seul secteur dans le traité où on parle d'esprit de solidarité entre les États membres. C'est quand même assez révélateur. Et on a vu dans la crise que cet esprit de solidarité a vraiment fonctionné. Et donc, je pense que ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Union européenne. On croit à l'avenir.
ce sera le mot de la fin. Hein. Quelqu'un disait, quelqu'un que nous connaissons bien les uns et les autres ici, que l'Europe allait se construire dans des crises successives. Bien, on s'aperçoit que les dernières crises que nous avons pu connaître, celle du Covid, celle de la guerre, celle de l'énergie, montrent qu'effectivement, c'est dans le cadre de crises que nous savons nous retrouver et construire quelque chose. Et je pense que tu as fait la démonstration ce soir, Anne, que notre Europe était dans un bouleversement. Il y a une étape nouvelle qui est en train de s'ouvrir. Je rejoins Marie-Laure hein, dans son propos avec des mots sans doute un peu différents. L'énergie, c'est notre moteur. On en a véritablement besoin, mais là, on est dans des transformations. On a laissé tomber, c'est fini, le charbon de la CK, le fuel, le diesel. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Le monde nouveau est en train de s'ouvrir et je suis convaincu, après d'avoir entendu Anne ce soir, que l'Europe est à la pointe. On a sans doute beaucoup de choses à faire encore, mais dans le domaine de l'innovation, de la recherche, le développement, on est aussi dans une compétition avec d'autres régions du monde, mais nous avons ces capacités et je crois que tu nous l'as bien démontré. En tout cas, je voulais te remercier, Anne, d'avoir accepté notre invitation. Merci de ce temps passé avec nous. Alors, tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pourront nous retrouver sur la chaîne YouTube du Cercle Europe Citoyenneté et Identité, puisque systématiquement nos webinaires sont publiés à l'intention de tous ceux qui souhaitent nous retrouver. Voilà, un mot de la fin, Anne, pour toi? Oui, je pense que la dernière chose à ajouter quand même, c'est que on doit quand même tenir compte des difficultés qu'ont certains citoyens devant les prix de l'énergie. Et ça, pour moi, c'est quand même une des questions clés, de savoir comment on répond à ça, à la fois par des mesures sociales, parce que le problème vient aussi d'une pauvreté tout court, et que les États membres vraiment prennent au sérieux les priorités qu'elles ont en matière de rénovation de tout ce qui est habitat social et habitation des personnes les plus vulnérables. Et je pense que ça, c'est vraiment, si on peut faire quelque chose d'utile avec l'argent public, c'est ça. Plutôt que de donner des subventions sur les prix qui finalement sont des subventions essentiellement aux énergies fossiles. Donc, je pense que l'argent public serait mieux dépensé à aider à des rénovations qui s'avèrent sur le long terme rentables. Donc, il s'agit plutôt de servir de tiers payants pour aider les personnes qui peuvent pas, qui n'ont pas le capital pour mettre des panneaux solaires et isoler leur maison. Et je pense que ça, c'est vraiment un point à tenir à l'œil. Très bien. Merci encore, Anne. Merci. Ouais. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.